If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien, nous parlons climat et médias avec Valérie Masson-Delmotte. Bonjour Valérie Masson-Delmotte. Bonsoir. Bonsoir, oui, merci beaucoup d'être venue à la Recyclerie. Vous êtes paléoclimatologue, coprésidente du groupe 1 du GIEC depuis 2015 et membre du Haut Conseil pour le climat. Donc on est ce soir à la Recyclerie pour le lancement d'une charte en faveur d'un journalisme à la hauteur de l'urgence climatique. On va donc largement parler de ce sujet. Mais pour commencer, je vous propose de parler un petit peu de vous. Vous êtes aujourd'hui très visible dans les médias. Personnellement, vous avez adopté un mode de vie sobre. Est-ce que vous diriez que vous êtes une scientifique engagée ? Oui, en fait, depuis longtemps. Et même quand j'étais en thèse, dans les années 90, j'ai eu la chance, en fait, de plonger dans la marmite des connaissances en sciences du climat, venant moi d'une formation d'ingénieur en physique. Et j'ai mesuré la chance que j'avais de pouvoir observer, participer en fait à ce progrès des connaissances et le fossé qui existait avec mes proches, les gens autour de moi, les gens que je croisais dans la vie amicale, associative, sportive. Et donc le premier engagement, c'est me rendre disponible pour le partage des connaissances. Les visites de laboratoire, les interventions en milieu scolaire, les choses comme ça. Et depuis très longtemps. Et donc l'idée, c'est vraiment rendre les sciences accessibles et faire en sorte que on connaisse les connaissances les plus récentes, pas les choses d'il y a 30 ans, mais vraiment, voilà. Et derrière ça, c'est, je suis en fait payée par les impôts des gens, en fait, par de l'argent public, pour faire un métier qui est vraiment passionnant. Et j'ai le sentiment de devoir aussi le rendre. Et pour moi, le premier engagement, c'est ça, c'est rendre les connaissances accessibles et les partager. Après, j'ai 2 autres engagements que j'ai vraiment construits. D'accord. Enfin 2 ou 3. Le premier, c'est pousser pour que les connaissances scientifiques les plus récentes rentrent dans les programmes scolaires, c'est-à-dire que ça fasse partie d'un socle commun, pour que ce soit accessible à tous et toutes, construit au long du parcours de la formation initiale. Parce que je pense que c'est important pour l'esprit critique aussi des citoyens de s'appuyer sur l'état des connaissances qui existent et de comprendre la méthode scientifique. Et le deuxième, c'est j'ai un engagement pour valoriser 2 choses qu'on peut faire à son échelle. Donc une mobilité plus active, notamment à vélo, et puis le fait d'avoir une alimentation avec plus de protéines végétales. Et j'ai choisi ça vraiment volontairement parce qu'il y a pas mal de bénéfices annexes. On peut parler des effets sur la biodiversité, le climat, la santé, la qualité de l'air. Et donc il n'y a pas de barrière en termes de revenus à pouvoir déployer ces aspects-là. Donc c'est un engagement comme ça à plusieurs échelles finalement. Oui. Un engagement d'une vie pour le climat. Difficile de parler de climat sans évoquer cet été 2022 qui a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant majeur climatique sur notre continent ? En fait, on a eu un été très dur. Et d'abord, moi, je pense à tous ceux qui ont été directement touchés de plein fouet, sur les lieux de vie, dans les activités professionnelles, les personnes fragiles qui n'ont pas pu sortir, par exemple, quand il a fait chaud très longtemps. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, c'est un été qui est emblématique de caractéristiques du climat qui s'intensifient et pour lesquelles on n'est pas prêt. Donc les extrêmes chauds, avec des records de température dans des régions habituellement plus épargnées, je pense par exemple à la Bretagne, des périodes très longues avec des températures élevées le jour, des températures élevées la nuit, notamment autour de la Méditerranée, de manière impressionnante, de nombreux records battus, puis une canicule précoce, donc au mois de juin, donc au moment où les plus jeunes sont encore à l'école, et aussi tardive en septembre, avec les effets aussi sur les conditions d'apprentissage des plus jeunes. Donc c'est peut-être un marqueur dans nos chairs, un marqueur en tout cas psychologique, puisque vous, en tant que scientifique, vous alertez depuis longtemps sur ce réchauffement climatique en cours et à venir, mais là, on y est déjà, quoi. Oui, donc ces événements de l'été 2022, ils s'inscrivent dans une tendance à l'augmentation de la fréquence, de l'intensité de ces extrêmes chauds sur tous les continents et aussi des vagues de chaleur marine. Là, 70% de l'ouest de la Méditerranée a été touché par une vague de chaleur marine exceptionnelle. Et puis, ça s'inscrit aussi sur des événements qui auraient une probabilité infime de se produire si on n'avait pas perturbé le climat en rajoutant des gaz à effet de serre qui piègent de la chaleur.
Et donc on a eu une étude pour l'instant à ce jour sur les 40 degrés à Londres qui a montré que l'intensité de cet événement, sa probabilité de se produire ont été démultipliées parce que nos rejets de gaz à effet de serre, notamment en utilisant des énergies fossiles, accumulent de la chaleur dans le climat et les extrêmes chauds en sont une conséquence directe. J'ai pas encore vu beaucoup d'études avec du recul sur le déficit de pluie. Mais par contre, les caractéristiques de la sécheresse, elles sont exceptionnelles. Sécheresse qui touche l'humidité des sols, donc qui affecte les activités agricoles et les forêts, les milieux aquatiques, et puis sécheresse dans les cours d'eau aussi, avec des niveaux vraiment très préoccupants, des ruptures d'approvisionnement. Et là, le caractère inédit, c'est sur l'ensemble du territoire français, de manière plus sévère qu'en 76, qui a marqué les esprits, parce que c'était une des premières grosses sécheresses, ou 89 ou 2003, notamment parce que quand on a des conditions plus chaudes, ça vide encore plus vite les sols de leur humidité, et donc ça exacerbe les sécheresses. On a vraiment un indicateur avec les sols. Et sur le plan médiatique, est-ce qu'on assiste aussi à un point de bascule dans la mesure où les canicules et les incendies ont largement occupé l'espace médiatique cet été ? Je pense que pendant longtemps, il y a eu une difficulté à aborder les questions de changement climatique parce que c'était perçu comme quelque chose qui allait concerner des générations futures ou des personnes qui vivent dans des endroits particulièrement exposés, l'Arctique ou les régions tropicales, donc un peu loin de là où vivent les gens. Et il me semble que l'intensification de ces événements extrêmes, les vagues de chaleur, les saisons propices aux incendies ou la sévérité des conditions propices aux incendies, des événements aussi de pluie extrêmes qui s'intensifient dans un climat plus chaud, qui ont aussi marqué les esprits en Allemagne ou en Belgique l'été 2021 par exemple. On a déjà 20% de hausse sur les records de pluie dans la région méditerranéenne française par exemple, depuis les années 60. Donc, en fait, on voit qu'on est aussi concerné, on voit qu'on est aussi exposé, vulnérable, pas prêt, par rapport à ces caractéristiques qui s'intensifient. Donc oui, je pense qu'il y a une prise de conscience. Et il y a aussi, moi, ce qui m'a frappé dans les retours que j'ai eus pour l'été 2022, qui était un été lourd, je l'ai exprimé en disant c'est un peu la fin de l'insouciance. Parfois, l'été, on a envie de mettre les sujets graves de côté, se replier un peu sur soi, se reposer. Et là, en fait, c'était toujours là, en fait, ces événements qui se sont succédés, graves. Mais il y a des choses qu'on n'a pas vues. Par exemple, les premières estimations suggèrent qu'il y a une surmortalité d'à peu près 11 000 personnes par rapport aux étés précédents, avec des pics de surmortalité lors de chaque événement chaud en métropole, dont à peu près 28% des gens étaient chez eux, pas à l'hôpital. Et en fait, on l'a pas vu. On l'a pas vu. J'ai pas vu, moi, un portrait d'une de ces personnes. Parce que la une était à l'urgence. Il y a aussi, en fait, ce côté de ce qu'on rend visible. Les images spectaculaires d'incendie, bien sûr, les personnes déplacées, le dépérissement des forêts, c'est visible. C'est moins visible sous la mer, les écosystèmes marins ou les écosystèmes aquatiques. C'est moins visible aussi les personnes fragiles, particulièrement vulnérables, qui sont chez elles, qui sont cloîtrées parce qu'elles peuvent pas sortir, déjà fragiles. Voilà. Et donc ça pose aussi la question d'une forme de facilité de ce qu'on donne à voir. Et puis derrière, la lucidité qui est nécessaire pour vraiment s'interroger sur notre responsabilité. Nos émissions de gaz à effet de serre, nos capacités à agir, le fait que les risques climatiques à venir, c'est pas que le climat qui change, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'anticipation, la gestion de risques. Et là aussi, en fait, on peut agir et le donner à voir. Et là, on voit un peu tout le mécanisme des médias qui a tendance à aller vers les images chocs, la loi de proximité, comme on dit, la loi de proximité médiatique. Ça, on en parle quand c'est chez nous vraiment et aujourd'hui tout de suite. Mais on peine à faire du lien avec l'ampleur de la crise, s'il faut la nommer ainsi. Peut-être qu'on peut parler d'ailleurs d'urgence climatique ou de chaos climatique. Les mots aussi sont importants. Oui, c'est un point qui est important. C'est un point qui est important de trouver les bons mots. Moi, j'utilise changement climatique, c'est le terme standard utilisé dans mon domaine. Ça paraît très fade, très neutre. C'est vraiment une situation de rupture par rapport aux variations naturelles passées, à la perturbation profonde qu'on fait sur la composition de l'atmosphère, le réchauffement depuis 100 ans, la montée du niveau de la mer. On est sur des situations vraiment inédites. Et en fait, on rentre en territoire inconnu, c'est-à-dire sans le retour d'expérience, des régions nouvelles, des événements nouveaux qui sont touchés à différents moments de l'année. Et donc, ça pose la question de comment les médias, les journalistes se préparent, même à l'avance, pas simplement au fur et à mesure de l'actualité, mais à l'avance pour aborder ces aspects d'une manière construite, d'une manière cohérente, qui permettent de situer l'événement, que ce soit un événement extrême ou un progrès des connaissances scientifiques, un rapport scientifique, une parole politique,
polémique sur ce qu'on pourrait faire, aider en fait à le situer dans un cadre plus complet, plus clair sur les relations de cause, de conséquences, les leviers d'action possibles. Voilà, et ça manque. Et donc la définition d'un cadre, c'est vraiment l'idée de la soirée de ce soir qui se tient à la recyclerie. On va donc parler maintenant de cette charte en faveur d'un journalisme à la hauteur de l'urgence climatique. Charte signée par des médias indépendants, Reporters, Vert, Point Écho, mais aussi par des médias mainstream comme France Info, France 2, RFI. C'est un bon signe, ça, pour vous, que les médias, petits ou grands, se mettent ensemble pour avancer sur cette question, pour mieux parler d'écologie et de climat? Oui, je pense que c'est essentiel. Et en fait, quand on regarde les journalistes vraiment spécialisés des questions climat, il n'y en a pas beaucoup, en réalité. Et donc, le fait que des journalistes plus généralistes ou des médias généralistes se posent la question de la manière dont ils abordent ces enjeux, qui sont des enjeux vitaux, en fait. L'état des écosystèmes, de la biodiversité, l'état du climat, ça nous concerne tous et ça va concerner toutes les générations à venir. Comment l'aborder d'une manière sérieuse, approfondie, comment s'appuyer sur l'état des connaissances scientifiques, c'est aussi un point clé. Et quand on regarde dans le passé, on a vu que les médias, ça joue un rôle clé entre la production de connaissances scientifiques auxquelles je contribue et le grand public. C'est central. On a vu pendant la pandémie la question de comment on traite des connaissances balbutiantes qui se construisent, le débat scientifique, les connaissances robustes. Je pense que pour beaucoup de journalistes, ça a été aussi une forme d'électrochoc sur le rapport à la science, la manière dont c'est traité dans les médias. Et puis sur le climat, dans certains pays, notamment aux États-Unis, les pratiques habituelles des journalistes qui étaient de dire on va donner la parole aux scientifiques du sujet, puis à ceux qui contestent leurs travaux avec un temps de parole égal, en fait, ça a ouvert un boulevard pour des marchands de doute, qui étaient des lobbies organisés, proches généralement des énergies fossiles, et qui utilisaient en fait cette approche normale du fonctionnement des médias pour en fait saper l'état des connaissances scientifiques et retarder l'action. Donc je pense que ces ensembles d'aspects amène à s'interroger, et la charte elle est intéressante sur les principes qu'elle propose, de sorte à aborder ces questions majeures avec une profondeur de réflexion éthique des journalistes. Donc effectivement, cette charte est composée de 13 grands points. Elle souligne notamment l'importance de la pédagogie, la nécessité de choisir les mots et les images, on en parlait, ou encore l'importance de former l'ensemble de la profession aux questions climatiques. Est-ce que ça vous semble effectivement être de bonnes bases pour bien parler de climat? Oui, tout à fait. Et dans les retours que j'ai eus avec des journalistes spécialisés qui creusent un sujet, qui le proposent, ben souvent en fait c'est dans les rédactions, c'est perçu comme pas forcément suffisamment, je sais pas comment dire, vendeur pour mériter en fait une place importante. Et je pense que c'est le terme qu'on utiliserait, oui, vendeur. Je crois, ou pas. Ou alors parfois trop anxiogène. Et donc la question aussi, elle est comment en fait le travail des médias, il aide à partager des éléments factuels de connaissances pour permettre à chacun en fait de s'approprier les enjeux et de comprendre aussi les leviers d'action. Je me souviens en fait d'une réaction cet été qui montre aussi que le public change, l'attente du public change. Et je pense à un quotidien régional dans le centre de la France qui avait traité tout au long de l'été des effets graves, incendies, rendement agricole, tensions, pénurie d'eau, l'effet des vagues de chaleur pour les personnes. Et qui avait fait une à la fin sur le bel été pour le tourisme, parce que par rapport aux étés avec la pandémie, voilà, les touristes étaient revenus. Et la réaction en fait du public qui a été choqué par rapport à la souffrance qui avait été ressentie par les uns et les autres, les difficultés profondes. Voilà, et donc je pense que l'attente du public change aussi. C'est pas simplement l'attente des scientifiques comme moi que on s'appuie sur ces connaissances scientifiques pour éclairer des débats de société, des débats démocratiques et tout le reste, et puis donner à comprendre. C'est aussi, je pense, une attente de la société qui évolue sur ces questions. Et vous avez raison de parler de la presse quotidienne régionale qui a vraiment son rôle à jouer en tant que média de proximité. Et donc, si la couverture médiatique du climat a progressé ces dernières années, les sujets liés à la biodiversité peinent à émerger. Comment les médias peuvent-ils mieux se saisir de cette question vitale qui est la question de la biodiversité, selon vous? Susciter la curiosité, susciter l'envie de mieux comprendre d'autres formes de vie, parfois qui semblent pas toujours séduisantes ou esthétiques ou perçues comme une nuisance. L'envie aussi de mieux comprendre les interdépendances qu'on a en fait avec les écosystèmes, leurs fonctions, leurs services, comprendre en fait que notre vie elle est aussi étayée par les écosystèmes terrestres ou marins qui sont parfois invisibles. Et je pense que là il y a un formidable vecteur aussi pour donner à voir, rendre curieux, rendre plus intelligent. Vous êtes très présente sur Twitter.
pensez-vous aussi que le rôle des scientifiques, c'est d'être un relais direct et donc, quelque part, de devenir un média ? Alors, j'ai pas du tout cette prétention-là, mais ce qui m'a frappé, c'est que il y a une place en fait pour s'exprimer comme scientifique sur les réseaux sociaux. C'est pas la place des médias, c'est pas la place des citoyens curieux. C'est un autre angle, à l'angle aussi du partage de connaissances. Situer une actualité dans un contexte construit. Par exemple, j'avais fait un fil suite à des orages de grêle pour expliquer voilà ce qu'on comprend moins bien par rapport au lien entre ce climat qui accumule de la chaleur et les phénomènes de pluie extrême, les phénomènes orageux, où on est aux limites aussi parfois de nos connaissances. Et ça, c'est pas quelque chose pour lequel il y a nécessairement un espace médiatique, mais ça correspond aussi à une curiosité, une attente de pas mal de gens, des questions qui reviennent. Donc pour moi, Twitter, c'est intéressant parce que ça me permet d'échanger avec des personnes d'horizons différents que je rencontrerais pas nécessairement dans des rencontres publiques ou par les médias. Et ça me permet aussi, moi, de choisir comment je m'exprime sans nécessairement essayer de rentrer dans des questions de journalistes qui correspondent pas toujours en fait à mon domaine d'expertise ou qui cherchent parfois la petite phrase. Moi, ce qui m'intéresse assez peu. Voilà. Donc c'est une autre manière je pense, de rebondir sur l'actualité en rendant accessible des connaissances. Alors parler médias, c'est aussi donc parler d'influence. On parle beaucoup d'influence aussi sur Twitter. Il y a quelques jours, l'entraîneur du PSG et Kylian Mbappé ironisaient sur les déplacements en char à voile alors qu'ils passent leur temps dans des jets privés. Diriez-vous que Mbappé fait bouger les choses malgré lui avec ce genre de polémique ? Oui, je pense. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'est pas les rires et la blague qui étaient préparés, mais c'était la réaction du public, la réaction probablement des sponsors, de la marque en fait, qui s'est senti, je pense, en porte-à-faux par rapport à l'évolution de la perception de la responsabilité à agir, notamment en plus dans un contexte d'appel à la sobriété, donc une crise d'approvisionnement énergétique pour l'électricité en France, pour le gaz en Europe, qui en fait donne d'autant plus d'attention à ce que véhiculent les personnes qui ont des styles de vie un peu particuliers. Moi, j'avais eu l'occasion à un moment donné d'échanger. D'ailleurs, c'était un journaliste du Monde qui avait organisé ça, de participer à une formation pour d'anciens sportifs de haut niveau en reconversion à l'Institut national du sport, l'INSEP. C'était assez fascinant parce qu'en fait, les sportifs de haut niveau souvent arrêtent leurs études au lycée. Sont coupés en fait des éléments scientifiques, des choses comme ça, vivent dans une bulle, se concentrent, développent leur qualité d'athlète avec vraiment des qualités exceptionnelles, la capacité à se focaliser, à se concentrer, à faire progresser leur performance. Puis à un moment donné, l'âge est là, c'est plus tenable. Donc il y a la question de la reconversion et donc moi j'intervenais sur la question climat et beaucoup d'entre eux dans leurs réflexions, donc c'était des athlètes de différents sports, souvent qui venaient de milieux modestes, et qui expliquaient qu'en fait, ils avaient été happés dans un train de vie complètement différent de celui de leurs proches, avec cette espèce de pression à la surconsommation. Pendant longtemps, moi, j'avais dit que si quelqu'un comme Mbappé montrait en fait des pratiques respectueuses de l'environnement, ne serait-ce que, je sais pas, trier les déchets, les mettre dans la bonne poubelle, ramasser des trucs qui traînent par terre, il aurait un effet d'entraînement énorme sur tous les millions d'enfants, de jeunes qui fait rêver. Et ce que j'ai compris, c'est que souvent les sportifs de haut niveau, même par rapport à ce qu'ils voudraient faire, ils sont très contraints par leurs sponsors. Et si les sponsors bougeaient, si les sponsors en fait avaient un engagement aussi plus franc sur les questions d'empreinte environnementale, de climat, eh bien je pense que ça libérerait aussi ce que beaucoup d'athlètes de haut niveau voudraient pouvoir faire. Ils sont aussi quelque part pris dans le système. C'est-à-dire que si un sponsor lui-même a des pratiques de production industrielle irrespectueuses, on va dire, de l'environnement, des droits humains, toute communication des athlètes peut se retourner contre la marque, alors qu'à l'inverse, s'il y avait un engagement d'ensemble, je pense que ça contribuerait à ce que le sport y reprenne sa vraie place et ses valeurs. On évoquait l'importance des mots, on a le mot sobriété qui sort beaucoup en ce moment. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle injonction ne risque pas de créer certaines réticences dans la mesure où on est dans la continuité d'un imaginaire productiviste d'un autre côté ? Oui, c'est une question de fond. Pour les personnes qui prônent aujourd'hui cette sobriété ? C'est une question de fond et finalement la question c'est comment on retrouve
presque du bon sens par rapport à ce qu'on promeut dans la société. Et la question de la sobriété, elle est d'ailleurs très clairement abordée dans le rapport du groupe 3 du GIEC, qui souligne en fait que c'est 40 à 70% du potentiel de baisse des émissions de gaz à effet de serre si on permet en fait à toutes les personnes de pouvoir adopter un style de vie, on va dire sobre en carbone, par des actions structurantes en fait, pas simplement l'injonction au comportement individuel. Voilà, je pense par exemple à l'accompagnement pour les personnes en situation de précarité énergétique sur la rénovation des logements ou le fait de rendre accessible d'avoir un petit véhicule électrique pour remplacer un véhicule thermique très ancien quand on n'a pas les moyens. Voilà, donc je pense aussi à tout ce qui permet de favoriser les mobilités actives ou une alimentation saine, diversifiée avec plus de protéines végétales. C'est pas simplement des choix individuels, on est contraint par l'aménagement des villes ou des voies, des routes. On est contraint par l'alimentation de la restauration collective, ce qu'elle permet de faire. Donc c'est juste pour souligner qu'il y a c'est pas simplement des injonctions, c'est le fait de prendre ces questions à bras le corps et de s'assurer qu'en fait on utilise tous les leviers d'action possibles. Donc il y a des leviers d'action dans tous les secteurs sur les modes de production, on va dire, mais l'action sur les styles de vie, les modes de consommation qui soient soutenables, c'est un vecteur assez formidable d'appropriation aussi de ce qui peut être fait à l'échelle individuelle. Donc on peut le prendre comme quelque chose qui pourrait être imposé, mais on peut aussi le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire en faire un défi. Comment je peux, moi, en fait, réduire mon empreinte carbone? Comment, dans mon cadre professionnel, je peux réduire l'empreinte carbone? Comment les pouvoirs publics peuvent réduire l'empreinte carbone par des choses structurantes? Et en fait, il y a tellement d'intelligence, d'émulation, de capacité à agir. En fait, ça peut aussi libérer. Conduire à une forme de joie. C'est ça. La joie, en fait, de contribuer à créer une société où on vit mieux, en mettant l'accent sur notamment le bien-être, les enjeux aussi de santé publique, davantage que sur le gaspillage ou la surconsommation. Valérie Masson-Delmotte, on passe à notre deuxième partie de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique? Si vous pouvez en nommer un seul, je vous vois sourire. Alors il y a eu deux choses. Il y a eu quand j'étais lycéenne, le fait d'avoir lu un magazine de vulgarisation scientifique qui parlait des sciences du climat, des progrès des connaissances, l'observation de la Terre depuis l'espace, la modélisation du climat et les carottes de glace. Et je me souviens vraiment d'avoir eu un déclic sur vraiment la fascination pour ce domaine scientifique. C'est-à-dire l'envie de comprendre, l'envie d'en savoir plus. Et puis finalement, ça en est devenu mon parcours professionnel, mais après quelques méandres. Et puis le deuxième, en fait, c'est quand j'ai supervisé le rapport du GIEC de 2018 sur 1,5 degré de réchauffement planétaire. Donc le fait que vraiment, une prise de conscience à la fois sur l'évaluation scientifique, mobilisant tous les domaines de scientifiques interdisciplinaires, les sciences sociales, les enjeux écosystèmes, biodiversité, la vulnérabilité des sociétés humaines. À quel point en fait chaque demi-degré de réchauffement supplémentaire, ça change complètement en fait les risques, notamment pour les régions les plus fragiles, pour les personnes les plus fragiles. À quel point, en fait, si on voulait limiter le réchauffement à un niveau très bas, il faut agir hyper vite pour réduire massivement les rejets de gaz à effet de serre. Et à quel point ça peut aussi justement permettre de vivre mieux, de vivre bien, en utilisant l'ensemble des leviers d'action possibles. Et ça m'a conduit, moi, à changer un certain nombre de pratiques dans ma vie personnelle aussi. Et d'ailleurs, derrière ça, il y a eu aussi un collectif assez génial qui s'appelle Labo 1.5, parce que ce rapport, il a aussi suscité pas mal de réflexions dans le cadre des acteurs de la recherche scientifique, c'est mon métier. Et en fait, c'est un collectif qui justement réfléchit à la manière d'agir dans le périmètre de la recherche scientifique pour être aussi acteur, c'est-à-dire contribuer à mesurer, réduire les émissions de gaz à effet de serre, en n'attendant pas que ça vienne du gouvernement, du ministère de la Recherche de l'époque, qui n'a pas développé de feuille de route à l'époque sur cette thématique. Et il y a aussi ce côté aussi de force collective, tranquille, qui utilise en fait la profondeur de réflexion de la recherche, sa rigueur, pour réfléchir à transformer ses propres pratiques. Est-ce que vous avez un livre à nous conseiller? Je sais que vous êtes une grande lectrice. Alors en fait, moi j'aurais envie de vous conseiller de lire, c'est pas un livre en fait, mais c'est les rapports du Haut Conseil pour le climat. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent agir, par exemple en France, et les évaluations qu'on fait dans le cadre des rapports du Haut Conseil pour le climat, elles sont assez techniques, mais elles permettent de voir ce qui fonctionne pas, comment on peut changer d'échelle, comment on peut mieux articuler l'action pour le climat. Et je pense que c'est important aussi de s'approprier ces éléments spécifiques au contexte français sur une évaluation qui est la plus rigoureuse possible de l'état de l'action pour le climat à l'échelle de notre pays et de l'Union européenne d'ailleurs. Et d'ailleurs, les rapports du Haut Conseil pour le climat, on en fait des résumés grand public
qui sont accessibles, je pense, pour par exemple quelqu'un qui est au lycée. Donc on les construit pour être beaucoup plus accessibles que les rapports détaillés. Et donc peut-être en démarrant par ça. Comment vous imaginez le monde dans 20 ans si enfin, la parole des scientifiques parvenait aux oreilles du plus grand nombre ? En fait, un monde où les citoyens ont intégré ces enjeux, comme les plus jeunes générations commencent à le faire, des enjeux en fait qui amènent à revoir la manière dont on se voit nous par rapport aux écosystèmes, par rapport aux autres formes de vie, la manière dont on perçoit notre responsabilité historique sur les émissions de gaz à effet de serre, et puis la solidarité qu'on peut mettre en œuvre avec ceux qui vivent dans des endroits plus fragiles. Donc j'espère que d'ici 20 ans, collectivement, l'humanité aura réussi à réduire déjà fortement les émissions de gaz à effet de serre. Ce sera très encourageant. Ça voudra dire que l'action elle est résolument engagée, avec un accompagnement pour les pays les moins avancés, les pays les plus fragiles, pour que les solutions technologiques notamment soient rapidement accessibles. Ce sera aussi un monde où le climat aura continué à changer. Ce sera un monde où il y aura besoin de pas mal de solidarité pour accompagner ceux qui sont aux premières loges. Et donc arriver à j'espère qu'on aura réussi à limiter la casse et qu'on aura renforcé la capacité d'agir des plus fragiles. Et j'espère aussi qu'il n'y a pas que le côté scientifique. Si on se met dans 20 ans, j'espère que les gens auront compris ce qu'on pourrait perdre, mais ce qu'on peut gagner en agissant. Par exemple, la biodiversité, j'en ai peu parlé. Mais ce qui est formidable, c'est que quand on réduit les pressions locales, ça peut récupérer assez vite. Et donc, savoir que les gens aient aussi transmis aux plus jeunes des paysages, des écosystèmes, du vivant, et l'émerveillement pour ça et l'envie de le protéger. Un grand merci, Valérie Masson-Delmotte. À bientôt. Merci. If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?